Robert Marty, bonjour. Bonjour. On est en direct des Passages, Place Rigaud. Alors, tu es un collaborateur, pas aussi zélé que je le souhaiterais de l'Archipel Contre-Attaque, puisqu'on peut retrouver pas mal d'articles de toi dans l'Archipel Contre-Attaque, dont le fameux emploi buvard de célèbre mémoire, et dernièrement Je l'avais oublié celui-là. sur les radios libres, et on vous le dira bientôt pourquoi, puisque bientôt la RDA sera de retour. Mais Robert Marty, c'est aussi un Catalan, comme son nom l'indique, et il lui arrive de défendre l'indépendance et pas que la sienne. Il est co-auteur d'un livre qui s'appelle La Catalogne et l'Espagne, les clés du conflit aux éditions Balzac. Donc voilà, il est honoré, on peut dire qu'il est honoré de Balzac du coup. Honoré. Et vous rappellerez aussi que ce charmant garçon est un sémioticien, aussi mathématicien, mais il y a très longtemps, pour faire le panégérique, et que c'est lui qui nous a amené à 2 reprises Umberto Eco à Perpignan, du temps où il était moins connu, puisqu'il n'avait pas encore écrit Le nom de la rose. À 30 mètres d'ici. À 30 mètres d'ici, je vous le fais savoir. Donc voilà, alors, on va commencer. Vous avez vu qu'il a un Yasgrok, un ruban jaune au revers de son t-shirt. Est-ce que comme Philippot, qui avait à la télé il n'y a pas longtemps un Yasgrok, tu soutiens les gilets jaunes, c'est ça donc ça veut dire? Bon, alors, En tant que sémioticien, est-ce que tu en peux... tant que sémioticien, j'ai préparé ma réponse à ta question que j'ai anticipée. Et donc, c'est un refus de réponse parce que je ne veux pas polluer une cause comme celle de la Catalogne et de ce qu'elle vit actuellement par des considérations qui, même si elles sont actuelles, troubleraient singulièrement mon propos. Alors, la Catalogne, les clés du conflit. Alors, est-ce que tu as fait un choix dans le conflit? Moi qui suis pro-franquiste, je comprends pas pourquoi ils veulent être indépendants, tu comprends? Bon, ça commence. Surtout avec une si belle constitution. Ça commence. Bon, tu ne me déçois pas quant à la forme dans laquelle tu poses les questions. C'est une vieille histoire entre nous. Mais là, c'est vraiment sérieux. Ce livre a pour ambition d'expliquer à l'opinion française, dont d'emblée, José Bové, qui a fait une préface, dit... José Bové qui a été Ceci- prisonnier politique, Voilà, les n'est pas raisons... reconnu comme tel. José Bové, je le cite, les raisons de la crise politique qui secoue la péninsule ibérique sont mal connues ou caricaturées en Europe. Voilà, ça fixe. Et donc, la raison d'être de ce livre, à l'initiative de Catalan de Paris, hein, d'ailleurs, de la NLC Paris, la raison d'être, c'est de s'adresser à l'opinion française, ou je crois plus précisément à des relais d'opinion, parce que Oui. vu ce qu'est ce livre, il n'est pas d'emblée grand public, mais il peut servir d'informer et d'apporter des éléments dans les discussions d'après repas, Oui, voilà, comme la nôtre. d'après dîner en ville comme la nôtre, ou même au café du commerce, où personnellement j'ai apporté des éléments que je citerai tout à l'heure, Ouais. qu'on peut utiliser au café du commerce. Alors, là, il se trouve qu'on est dans le département des Pyrénées-Orientales. On aurait tendance à penser, peut-être à tort, que nous, Catalans du Nord, connaissons très bien le problème et qu'on n'a pas besoin d'explications. Et toi, Robert, t'en penses quoi? Mais je pense qu'on peut inclure la Catalogne Nord dans l'opinion française. Ouais. Elle est peut-être un peu plus réceptive parce que quand on prononce le mot catalan ou Catalogne, on évoque quelque chose Ouais. ici qu'on n'évoque pas nécessairement ailleurs, puisqu'on sait très bien que de Paris, quelquefois, on nous prend pour des Marseillais. Oui, mais il y a la plage des Catalans à Marseille, c'est peut-être pour ça. Puis Oui, on voit le mais Canigou. à Marseille, on dit aussi que quand les enfants ne veulent pas s'endormir, on dit si tu ne t'endors pas, je vais appeler les Catalans. Parce que ça s'appelle plage des Catalans, pas parce qu'il y avait des gentils Catalans qui venaient se lever Ouais, au qui soleil, distribuaient mais des parce glaces. qu'ils ont débarqué là-bas et c'était Les Almogavar. les Almoravars et ils ont fait ce qu'ils font habituellement
sur la route de l'Acropole d'ailleurs. Oui, oui. Ils ont passé pas mal d'années à l'Acropole. Sous le titre du Grand-Duché d'Athènes. C'est ça. Donc, On est hors sujet là. Voilà, mais non, mais c'est une belle saga racontée par Ramon Muntané pour ceux que ça intéresse. Alors, moi, ce que je tiens à dire, c'est d'abord à présenter ce livre et à dire que le titre, je vais citer Roland Barthes, qui disait le titre est un apéritif. Ouais. J'ajouterai que c'est aussi une promesse. Le titre, c'est la Catalogne et l'Espagne, les clés du conflit. Donc, l'ambition de ce livre, c'est d'ouvrir la porte. Donner les clés du conflit. Je dis tout de suite, je suis honnête, si tu me connais, elles y sont, les clés du conflit. Si vous les voulez, vous pouvez les prendre, il vous suffit d'acheter ce livre. Et de le lire. Comment se présente Comment se présente-t-il? Eh bien, il y a deux préfaces, celle de José Bouvet, celle d'un professeur de philosophie du droit italien, Carlo Lotteri, une postface, et entre, il y a trois parties. La première partie traite des clés du conflit proprement dites. La seconde partie traite de l'ampleur internationale de la crise, du moins pour la volonté des Catalans, dans le problème international. Et la troisième partie réunit les témoignages d'acteurs, et c'est là que je figure, puisque je suis le secrétaire de l'Alliance pour les libertés en Catalogne, qui s'est créée à Perpignan, qui, d'après ses statuts, l'an dernier, qui, d'après ses statuts, ne doit pas prendre position sur l'indépendance, ce qui fait qu'actuellement, elle est pratiquement muette, puisqu'on ne parle plus que de ça. D'accord. Voilà. Mais j'entretiens une page web sur laquelle j'amène toutes les informations pertinentes sur cette question de la Catalogne moins l'indépendance. D'accord. Ce qu'il en reste. Voilà. De toute façon, là, l'indépendance, elle n'a pas fait long feu. Puigdemont est arrivé, il a dit je déclare l'indépendance, la seconde d'après, je la mets sur pause. Et oui, autant suspendre ton vol. N'empêche que, justement, quand on lit ce livre, objectivement, quand on a les clés, qu'on ouvre les portes, qu'ouvre ces clés, on se rend compte, du moins je me suis rendu compte que, hormis l'indépendance, il n'y a pas d'autre solution. Et si tu veux, on va voir pourquoi et comment ce livre conduit à cette solution. À moins que, c'est là que je peux avoir énoncé quelques idées personnelles, on trouve des médiations qui permettent de sortir de cette opposition entre la verticalité espagnoliste, tu vois ce que je veux dire, et l'horizontalité et l'ouverture catalane, qui sont deux dimensions irréconciliables sur... Alors, c'est pas un livre de dialogue, il n'y a pas de texte de Raroy dedans, il n'y a pas de texte d'Inès Arrimada. Quel genre humaniste pourrait je citer de plus Manuel Valls. Oui, tu as raison. Manuel Valls. Tu as oublié. Manuel Valls, voilà, mais c'est pas, finalement, c'est votre point de vue et vous êtes d'accord entre vous. Non, alors, c'est un travail. C'est pas une hagiographie. C'est pas un point de vue qui vise à magnifier la lutte des Catalans. Il y a une interview de Jordi Cuixart depuis sa prison. Et je suis très honoré de Balzac. Que ma contribution est juste à côté de la sienne. Voilà. Ça retombe sur moi. Tu as de bonne fréquentation, c'est ce que tu veux dire. Et tu sais, Judas avait aussi de bonne fréquentation. C'est un honneur. Et d'ailleurs, pour moi, ce qu'il dit fait problème, puisqu'il se présente comme vraiment un véritable apôtre de la non-violence. Il est prêt à passer sa vie en prison. Et sa référence, c'est Gandhi. Je veux dire... C'est vraiment pas, c'est l'Assemblée nationale catalane. C'est vraiment pas des politiciens. C'est des associations dont il est le président et il porte vraiment, on parle du peuple, mais voilà, un peuple qui s'est associé dans un but. C'est pas un peuple qui est dispersé sur les ronds-points. Voilà, un point, c'est tout. Voilà, d'accord. Un rond-point, c'est tout. Comme dirait le général de Gaulle, je vous ai compris. Un rond-point, c'est tout, je n'irai pas plus loin. Voilà.
Alors, dis-nous qui sont, cite-nous tous les contributeurs Alors, et explique-nous un peu qui fait quoi dans cette histoire, parce que chacun éclaire une partie du sujet. j'ai avec moi clairement, la table des matières. Ouais. On va la passer en revue. Oui, en on fait, va gagner du temps. Moi, j'ai fait une analyse transversale. Donc, je peux te donner les grandes lignes, mais si tu veux, on va dire d'abord. Oui. La table de matière. Le contenu, c'est le séquentiel. Voilà. Hein, bon, les deux préfaces, j'en ai déjà parlé. Ensuite, dans la première partie, les clés du conflit, il y a un texte d'un historien catalan très connu qui s'appelle Borges de Riquer, qui est intitulé, on est dans le sujet déjà, la transition démocratique espagnole, une occasion manquée. Alors, on pourra revenir sur les dates, sur comment ça s'est passé, comment après la mort de Franco et la Constitution de 78, on a été sur un compromis historique, et comment il a et qui aurait dû évoluer. Oui, mais qui n'a pas évolué. Si, en sens inverse, de ce point de vue-là, puisque le Parti populaire a fait... Non, il a évolué il a évolué, il a fait rogner le statut qui avait été adopté par référendum en Catalogne 2006 et par les Cortés. 2010 Voilà, non, 2010, en 2010, c'est le tribunal constitutionnel qui annule tout ce qu'il y avait d'intéressant et d'évolutif dans ce statut. Et il a allumé la mèche. Hein, bon, donc c'est un historien, et l'historique, c'est l'histoire de l'occasion manquée. Ensuite, il y a Carlos Viñas, qui traite un problème qui est extrêmement important pour comprendre la situation, c'est l'extrême droite. Quelle extrême droite en Espagne? L'extrême droite, c'est évident. Hein. Elle est toujours là, et elle a toujours la filiation franquiste, l'extrême droite, et ils sont partout. Partout dans le Parti populaire, chez Ciudadans, et ils sont quelquefois de père en fils, ou de père ou de mère en fille. C'est pas gentil de dire ça pour Inès, parce que moi je le respecte. Et c'est pas parce que t'aimes pas les filles de policiers franquistes qu'il faut les dénoncer. Oui, voilà. Oui, parce que ça apparaît même comme une affaire de famille. Cette il y a même, au-delà du franquisme, résilience du franquisme sous forme de néo-franquisme. Et ça devient inquiétant. Dernières élections andalouses, tu l'as vu, Vox qui rentre au Parlement andalou et qui va peut-être faire l'union avec le PP et un autre parti, Ciudadans, tout ça, pour prendre le contrôle d'Andalousie qui depuis 37 ou 39 ans est sous contrôle du PSOE. Et aux européennes, on nous dit que le parti de Macron veut faire alliance avec ces gens-là. Ça, je ne sais pas ce qu'on dit, mais... C'est à lire Equinox Radio. Les racontards, c'est toi, c'est pas moi. Ensuite, Roger Cousseau et Luis Garcia. Le droit à l'autodétermination et le conflit national. Bon, là, on voit qu'on approche le problème des valeurs universelles et qui pose... Parce que, le fameux droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ce qui est en débat, et c'est un débat chez des juristes et spécialistes de philosophie du droit, et à l'ONU, c'est est-ce que les Catalans forment un peuple, et est-ce qu'à ce titre, ils peuvent se réclamer ce droit? Alors évidemment, comme d'habitude, c'est controversé. Voilà. Et combien de Catalans peuvent danser la pointe d'une aiguille aussi? Et comme le tribunal constitutionnel il bloque tout, on en reste là. On nous parlera aussi de l'Europe qui regarde ailleurs. T'es pas déçu par l'Union européenne? Pas plus. Parce que je te sais un peu pro-européen, tout ça. Moi, je suis un souverainiste, je suis un chien de souverainisme. Mais toi, est-ce que Juncker t'a pas quand même un peu déçu, Robert? Écoute, on est obligé d'être pro-européen pour une seule et unique raison. C'est que c'est l'histoire de Vaslavic et la communication et des injonctions contradictoires. Comment résout-on des problèmes qui n'ont pas de solution dans un cadre déterminé? Eh bien, on crée un cadre plus grand, c'est ce qui se passe en psychothérapie familiale. On passe du cas individuel au cas familial avec l'idée que ce qu'on ne peut pas résoudre face à le problème qu'on ne peut pas résoudre pour la personne
vont pouvoir être résolus dans le cadre familial, parce qu'évidemment, la personne elle est connectée à tout son environnement et on retrouve la même chose au-delà avec la psychothérapie institutionnelle que j'ai bien connue, avec l'analyse institutionnelle, hein, où on s'est rendu compte que dans une mais il faut changer de dispositif. Que dans une clinique, la femme de ménage qui parlait avec le malade était quelquefois plus importante que le médecin qui venait de passer, parce que c'est la dimension humaine qui fonctionnait. Donc, voilà pour ce qui est du problème, et problème à l'international, c'est clair. Ensuite, le système des communautés autonomes. 2 points, des inégalités institutionnalisées. C'est-à-dire, il y a plein de communautés en Espagne, mais il y en a qui sont plus égales que d'autres. Par exemple, la communauté basque, elle lève l'impôt. Alors c'est crucial pour les Catalans. Mais ça donne des fueros, ça. Elle lève l'impôt et après, elle discute avec l'État espagnol pour savoir ce qu'elle va donner. L'autonomie, la galicienne, je connais mal, mais l'autonomie catalane, eh bien, elle garde 5%, elle en donne 95% à Madrid, et elle attend les retours. Alors, les retours, c'est facile. Avant le lever de l'impôt. Tu veux dire comme la France qui verse à l'Europe 10 milliards et qui en reçoit 7. Voilà. Mais bien sûr, la Catalogne, on va voir. Je ne suis pas contre cette chose-là. Mais ils sont allés trop loin. La Catalogne, elle est 4e avant la levée des impôts et elle se trouve 11e après. Ce qui signifie qu'on lui retourne scandaleusement moins que ce à quoi elle pourrait prétendre. À quoi pourrait-elle prétendre? À être traitée honnêtement. C'est sûr qu'il y a une dimension de solidarité, on ne va pas exiger que tout lui revienne, mais qu'au moins les investissements nécessaires à son développement minimal soient assurés. On retrouve la vieille vulgate marxiste du développement des forces productives. Ils sont allés tellement loin que les forces productives en Catalogne ont été empêchées de se développer, et presque mécaniquement, puisqu'on est là dans la base matérielle, dans les superstructures culturelles, on trouve cette résistance, et que tout d'un coup, à partir de 2010, l'indépendantisme a cru, et qu'aujourd'hui, il est quasiment à majorité. Absolu en voix. Il est en majorité en siège, mais il ne l'est pas en voix. Ça aussi, c'est un autre problème vis-à-vis de l'opinion française. C'est le problème des doubles majorités. Et je pense que la situation catalane ne pourra pas se décanter aux yeux des Français tant que les sondages ou un vote ne donnera pas la majorité en voix aux indépendantistes. Ils ne sont pas loin, mais il y a un pas à franchir. Et comment doit-il être franchi? C'est un autre débat. On continue avec la dimension économique. Marie-Christine Genet, la Catalogne, une société innovante face à l'adversité. Elle soutient la thèse que si les Catalans sont... on retrouve la même chose avec les Juifs, etc. S'ils sont si intelligents et si présents partout, c'est parce qu'ils sont pourchassés depuis longtemps. Il y a une sélection naturelle qui s'est opérée. C'est basique ce que je dis. Mais ils sont darwiniens, les Catalans sont darwiniens. Voilà, comme ils ont été brimés et empêchés de se développer, ils ont dû développer des moyens de s'en sortir. Et le moyen de s'en sortir, c'est l'innovation. Parce que, et donc, ils sont particulièrement innovants. Barcelone est une ville-monde. C'est devenu ce qu'on appelle une ville-monde. Elle est ouverte à toutes les influences. Elle participe de tous les grands phénomènes mondiaux dans les nouvelles technologies. La téléphonie, ça se passe à Barcelone, et quantité d'autres choses. Et donc, ce que montre Christine Genet, c'est que la Catalogne s'en est sortie malgré ce qu'elle a subi, grâce à ce qu'elle est capable de développer et la créativité des Catalans. Et on finit la première partie avec un politologue, il en faut, Patrice De Beer, ce qui est le déroulé récent de la crise, une analyse politique. Là, il nous livre une analyse politique qui a le mérite d'être concise et qui débouche sur, comme tout le monde, sur l'idée que tant que l'Espagne sera ce qu'elle est, on ne peut pas voir d'autre solution que dans l'indépendance.
Reste à savoir quand et comment. La deuxième partie, je passerai vite, c'est la place du conflit en Espagne et dans le monde. Bon, alors, là, on a Didier Billon qui parle, le voit sous l'angle du combat démocratique et d'un rapport de force. Et c'est bien ce que je disais, le rapport de force, il faut qu'il soit aussi en voie. Donc il y a des progrès à faire. Alors, moi, c'est ma thèse, hein. C'est que les indépendantistes ne gagneront que s'ils progressent sur l'espagnolisme. Sur la frange qui est espagnoliste modérée, auquel il faut donner confiance pour vivre en Catalogne. Et je pense aussi que la DOI était une erreur, la déclaration unilatérale d'indépendance, parce que c'est un coup, ça veut dire, ça y est, on est indépendant, vous les espagnolistes, partez, revenez chez vous. Bon, ce qu'il faut donner le temps aux gens comme en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, on est parti à 30 ans. Hein, et puis, ça vient de bien se passer. C'est pas reste sous giron français. Mais oui, mais voilà. Mais la démocratie... Troisième producteur de nickel au monde. L'Écosse, pareil, ils ont voté, ils ont perdu. Ils ne perdent pas espoir. Mais au moins, on est dans le rapport, le Québec, on est dans des rapports où c'est la démocratie qui tranche. Oui, bon, tu vas Québec, par exemple. Tu vas ergoter. On a fait peur les derniers arrivants pour leur dire vous allez manger. Voilà, c'est comme le Brexit et tout. Voilà. Mais après tout le monde, il faut gagner malgré ça. Malgré tout ce qui va être envoyé à la figure des gens pour leur faire peur, comme tu dis, il faut dépasser ça. Moi, je ne vois guère d'autres solutions parce que je ne crois pas à la non-violence pour assurer. Après, il faut du pragmatisme, comme dirait un ami. Oui, c'est ça. Parce que dépasser ça, une fois que tu l'as dit, ça fait une belle jambe de bois. John Silver. En la matière, le pragmatisme, ça consiste à regarder ce qui s'est passé avec la DOI de Puigdemont et à constater que c'était une erreur. Voilà. Une erreur majeure. C'était, bon, tu me passeras l'expression, à mon sens, je vais employer une métaphore osée, c'était de l'éjaculation précoce. D'accord. Ça fera le titre. Oh non, s'il te plaît. Je veux pas. On verra. Il faut attirer les gens. Tu es maître. Oui, si tu veux les attirer. Parce que sinon. Oui, mais ça risque de m'attirer pas mal d'ennuis du côté de mes amis. C'est ce que je crains. Il te restera moi comme ami et ça y accéderait. Personne n'aime être traité. Oui, l'éjaculateur précoce. Oui, mais c'est ça. C'est sorti trop tôt. Oui, d'accord. Voilà. Il fallait attendre d'avoir la double majorité. Voilà. Et se donner les moyens de l'avoir, surtout. Ce qu'on n'a pas fait. Parce que en rentrant dans le front contre front, on fige la situation sur une normalisation binaire. Et le binarisme, c'est le pragmatisme est l'ennemi du binarisme. Oui, parce que si, par exemple, je mettais ça en titre, personne ne va le lire. Moi, ça m'intéresse, mais voilà. Je comprends pourquoi je suis obligé de prendre l'autre. Pas de binarisme dans le titre, mais eh bien, c'est toi le patron. Voilà. Ensuite, dans cette partie 2, sur la place du conflit, Ramon Cottarello, l'Espagne, un État irréformable. Ça veut tout dire. D'accord. Alors là, il faut voir, c'est historique. La dimension principale de la trame, le fil de trame le plus gros qui parcourt ce livre, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Et moi, j'ai cité, je vais le faire parce que j'ai cité deux histoires et je rentre dans l'histoire par le football. Quand on regarde les matchs du Barça, à 17 minutes 14, toute la foule, presque toute, se met à hurler actuellement, les slogans, independencia, ou libertad, presos catalans, libertad, presos catalans. Et c'est le moment où les commentateurs français de Bein Sport trouvent que ce qui se joue sur le terrain est extrêmement intéressant, qu'il faut se focaliser dessus, qu'ils montent le son et qu'ils ne disent pas un mot de ce qui se passe. Et d'ailleurs, je pense que s'ils en disaient un mot, ils seraient virés immédiatement. Voilà. Donc, c'est des choses
qui pourtant se produisent 2 fois, parce qu'ils font la même chose en seconde mi-temps. D'accord. Et puis j'ai retrouvé une anecdote qui mérite d'être contée et qui peut faire florès dans les cafés du commerce quand on aborde la question catalane. C'est ce qui s'est passé en 1943. Le fameux Classico de 1943. En fait, c'était un Classico, mais dans la Coupe d'Espagne, qui à l'époque s'appelait la Coupe du Généralissime Franco. Et maintenant, c'est devenu la Copa del Rey. Ouais. On voit l'affiliation Ouais. là-dedans. Eh bien... Comme dirait Dark Vador, je suis ton père. 1943, c'était en plein franquisme, évidemment. Et au match aller, le Barça, à Barcelone, avait gagné 3-0. Au match retour, le Barça a perdu 11-1. Alors tu me diras, je suis sûr que tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il a pu se passer? Bah oui. Eh bien, je vais te le dire. Quelle cuite! Non. Oui, ce que je vais te dire. Le chef de la sécurité de Franco est passé dans les vestiaires avant le match. Ouais. Et alors, j'ai relevé que sur le Figaro.fr, on signalait ça en disant que c'était la plus grande année qu'avait reçue le Barça dans les Classicos. Et dans le magazine Sous-Foot, ils disent que c'est la victoire la plus honteuse des Madrilènes. Choisis ton camp camarade. Voilà, je prends Sous-Foot. Voilà. Donc tu vois que on peut rentrer par le football dans cette affaire. Pourquoi? Parce que l'accès au problème catalan, eh bien, le Classico le procure plusieurs fois par an à 675 millions de téléspectateurs dans le monde. Y compris évidemment les quelques centaines de millions de Chinois, puisque si tu vas sur le site du Barça, tu vas voir qu'il y a un site en chinois et un site en japonais, c'est clair. Il y a des peñas en Chine. Ouais. Bon. Et donc, c'est par là qu'on peut rentrer le grand public là-dessus. C'est par ça qu'il en a connaissance. Bien sûr, ce n'est pas 675 millions de personnes qui vont se lever maintenant en disant qu'est-ce qui se passe en Catalogne. Mais je me suis attaché à fournir des arguments, y compris... Il faudrait que Bein Sport baisse le son, en fait, pour qu'on puisse entendre Independencia mais o Libertad para los presos catalanes. Ils se feront allumer parce que je crois qu'il y a une collusion et qu'il y a même des instructions données aux opérateurs. C'est du complotisme, Robert. T'es pas complotiste. Mais explique-moi pourquoi on entend d'autres choses et on n'entend pas ça sur les autres stades. Hein? Moi, je n'explique rien. Et quand il y a une erreur d'arbitrage, qu'est-ce qu'on entend? J'en arrive. Il reste encore un philosophe qui a fait une généralité sur l'émancipation. Pour la Catalogne, et c'est moi. Et la démocratie. Bon, c'est des choses. Bon, il y a de tout là-dedans. Tous les aspects sont regardés. Et enfin, la dernière partie, c'est la parole aux acteurs. Alors, les acteurs, il y a Jean-Félix Acquaviva, qui traite le problème de la solidarité en Espagne, en disant qu'elle est tournée vers l'avenir. Nicolas Garcia, ex-Merden, qui est témoin des événements qui se déroulent ici, qui a été un acteur très, très agissant dans la solidarité, puisqu'il s'occupe de solidarité catalane, et qui se pose comme frère et voisin. Donc, on est à la fois dans le politique, parce qu'il n'hésite pas évidemment à indiquer sa conception de la dimension politique du conflit, et à la fois sur la fibre émotionnelle de fraternité entre Catalans, et on lui a saura gré. Ensuite, il y a un certain Robert Martí, qui s'est donné pour tâche de faire face aux incompréhensions, et qui à ce titre a sorti des choses comme je viens de te dire, et d'autres, et notamment j'ai traité le problème des majorités. En prenant, toujours pareil, en essayant de puiser, sémiotique oblige, dans l'expérience des gens, des majorités multiples. Eh bien, si tu es copropriétaire et tu es dans
un syndicat de copropriétaires, eh bien, tu regardes le règlement de copropriété et tu vois que des choses ne peuvent être adoptées que les uns à la majorité des millièmes, les autres à la majorité des 2 tiers. Il y a plein de majorités qualifiées. Pourquoi? Parce qu'il faut défendre les minorités. On ne peut pas obliger quelqu'un qui n'a pas d'argent pour refaire le toit. Bon, mais il faudra le refaire, mais il y a des choses qu'on peut imposer. Mais il y a des choses, des fois, superfétatoires. Et donc, il est sain qu'il y ait des majorités qui protègent les minorités contre le laisser-aller ou le peu de cas que peuvent en faire des majorités confortables, ou des gens qui vivent confortablement. Eh bien, d'une certaine manière, c'est une parabole. Hein. L'Espagne, c'est une sorte de copropriété, avec des copropriétaires qui ont des millièmes, et il y en a qui en ont plus que d'autres, mais la question des majorités doit être posée. Et l'Europe, l'Europe ne fonctionne que là-dessus. Les décisions en Europe, quand elles sont soumises à l'unanimité. Non, mais il y a des décisions qui peuvent être prises à condition qu'il y ait tant pour cent dans tant de pays. Je ne sais pas si tu as vu ça. Oui, alors, partager la vidéo en direct, mais qu'est-ce qui m'emmerde? Voilà. Il y a un problème. Non, parce qu'en fait, le truc s'est mis... il a inversé le truc, donc c'est moi qu'on voit là maintenant, oui, alors que c'est toi qu'on écoute, c'est pour ça que je l'ai retourné. Ah, bon. Mais voilà, ça y est, ça doit être ça. Voilà, nous sommes revenus avec toi de manière normale. Enchanté, monsieur. Continuez, et on va peut-être faire une conclusion, oui, c'est trop tard pour le dire, mais... Je vais t'en faire une. Ouais. C'est long comme lacune. Voilà. Comme lagune, mais bon. Tu ne mets pas la contrepéterie en marche. On laisse aux la pose ça et doucement. Le soin de changer les lettres. C'est long comme lacune. Bien. Il faut pas perdre une occasion d'en rire. Voilà. Non, surtout que je voulais finir en parlant de Jordi Cuixart, qui est juste, donc prisonnier. Juste derrière, le prisonnier, pour qui la protestation pacifique est l'outil central de toute société démocratique. Donc, si on veut une société démocratique, on est obligé d'être non violent avant, parce que c'est un grand classique, parce que si on est violent, eh bien, on détruit les idéaux que l'on prétend mettre en place. Tu crois pas à la phrase d'Al Capone qui disait « Dans mon quartier, on obtient plus de choses avec un revolver et un mot gentil qu'avec un mot gentil tout seul. » Oui, bien sûr, mais ça s'appelle ça du cynisme. Tu vois, oui, bon, c'est Al Capone aussi. C'est un grand cynique, et peut-être toi aussi. Ça m'arrive. Parce que tu en fais l'écho. Voilà. Et tu es un pouce au crime. Voilà. Là, on a tout compris, en fait. Les gilets jaunes et les rubans jaunes, pourquoi tu fais ta distinction? Voilà. Tu as bien compris. Voilà, tout est là. Bien compris. Parce que tu es un tenant de Cuixart, comme on dit. Non, alors parce que sur le problème de la violence, je l'ai posé dans mon papier, le problème de la violence. Parce que si on regarde les succès de la non-violence dans l'histoire, à part Gandhi, il n'y a pas grand-chose. Ah, on est d'accord. Jésus, on va dire. Il y a des miettes. Ah oui, Jésus, il a mal fini, comme chacun sait. Hein. Ouais, il est revenu après. Oui. Non, tu crois pas. Ça, c'est selon. Hein. Ouais, voilà. Bon, Robert Marty, on représente le bouquin. Oui, le voilà. Dans toutes les bonnes charcuteries, donc c'est la Catalogne et l'Espagne, les clés du conflit, édition Balzac. Dans toute la France, il est diffusé? On le trouve partout, et notamment évidemment sur Amazon et sur Rakuten. Oui, hein, mais à la librairie Torquatis. Et à la librairie catalane, voilà, je sais qu'il y est déjà. Pour les autres, je ne sais rien de la distribution. Et bientôt une conférence à Perpignan. Hier, tu étais à Montpellier? Oui, il y aura une conférence à Perpignan, je ne sais pas encore quand. Il y en aura une à Céré mercredi prochain, et une qui est prévue à Toulouse, probablement au mois de janvier. Et d'ici là, eh bien, si on nous appelle, dans quelques villages que dans ce votre soit, salon, nous irons en parler. Dans quelques villages que ce soit. C'est pas un appel au peuple que je fais. Ouais. Je dis, Filleul, c'est normal pour une telle cause que nous fassions le service après-vente. Robert Marty, merci. Merci à toi.